Ainsi, la Grande Mosquée, officiellement destinée à rendre hommage aux soldats musulmans tombés pendant la Grande Guerre, est surtout, à partir de son inauguration en 1926, un lieu de contrôle idéal des populations musulmanes de plus en plus nombreuses dans la capitale. La rencontre avec les Parisiens est rare et exceptionnelle, pratiquement impossible, sauf à l'occasion des immenses manifestations coloniales mises en place par la République pendant l'entre-deux-guerres. En 1930, l'ampleur donnée aux commémorations du centenaire de la conquête de l'Algérie en offre une spectaculaire illustration. Tout l'Empire débarque. Les images des actualités sont là pour prouver que ces populations sont plus que jamais fidèles à la France. L'exposition coloniale de 1931, 33 millions de visiteurs. Les colonies défilent dans la capitale. Chefs indigènes de l'Afrique occidentale française, venus à Paris à l'occasion de l'exposition coloniale, sont reçus à l'Élysée par le président de la République. Aux portes de Paris, la mise en scène atteint son paroxysme dans une sorte d'allégorie digne des parcs d'attractions actuels. Un véritable décor avec des milliers de figurants indigènes est construit. Dans le bois de Vincennes, une cité s'éleva un jour, comme par enchantement. Une véritable cité avec ses boulevards, ses avenues, ses palais, ses théâtres et ses temples, ses jardins et ses parcs, sa faune et sa flore particulières. Et les visiteurs épris d'aventure, curieux de savoir, assoiffés d'inconnus, affluèrent alors dans cette ville pleine de chants étranges et de parfums ignorés. En 1900, on pouvait voir les indigènes derrière le grillage à distance. Aujourd'hui, on peut les toucher. Et pour le public si friand de sauvages importés, on exhibe les derniers cannibales de l'Empire. On met en scène des soi-disant anthropophages kanaks. Parmi eux, il y a le grand-père d'un célèbre footballeur, Christian Carambeu, qui refusera, 60 ans plus tard, de chanter la Marseillaise lors de la Coupe du Monde de football à Paris, rappelant que derrière ces hommes transportés depuis la Nouvelle-Calédonie en France, il y avait des instituteurs, des fonctionnaires, des artisans, des paysans, des anciens combattants. Nous allons prendre la seconde leçon. Vous allez lire après moi. Oh, alors. Destiné à idéaliser l'œuvre de la France dans les colonies, le fidèle tirailleur Banania est toujours mis en scène comme un grand enfant sur les bancs d'une école, en plein milieu de l'exposition. Il apprend l'alphabet de la République. Nous allons reprendre. Ça c'est O. Ça c'est A. Les badauds font donc à Paris un paisible tour du monde colonial en un jour, tandis que l'Empire connaît guerres et révoltes au Liban, au Maroc et depuis peu en Indochine. Et seuls quelques-uns des millions de visiteurs s'en préoccupent. D'ailleurs, que retiennent-ils de cet immense empire et de ses populations? Rien. Sinon les décors de carton-pâte, rien, sinon quelques bribes de la chanson populaire, Nénuphar, ritournelle de l'exposition. Quittant son pays, un petit négro de l'Afrique centrale vint jusqu'à Paris voir l'exposition coloniale. C'était Nénuphar. Le regard que l'on porte sur nos colonies est toujours celui du poncif le plus dégradant. Nénuphar, ça dure tard, mais t'es quand même... Et devant une telle fiction, comment les Parisiens pourraient-ils voir normalement l'autre, l'étranger, qui pourtant peu à peu s'installe, travaille et vit durablement à ses côtés? Ils inspirent les premières images tournées par les actualités au milieu des années 30, sujet, les exotiques de la capitale. Sous le ciel de France, qui doit paraître si souvent inclément aux exilés des pays chauds,
la vie de famille se reconstitue. Chaque population a droit à son reportage. En tout premier lieu, l'Africain et l'Antillais. Et comme ces gens-là ont forcément leur rythme dans la peau et aiment exhiber leur corps, le soir... Et le soir, la grande distraction nationale, la danse, la vraie, celle que nous autres blancs essayons plus ou moins d'imiter. Autre grand classique du cliché, l'Asiatique. Il est montré comme mystérieux, joueur, trafiquant d'opium, introverti et vivant replié en communauté, étranger chez nous. C'est Saigon ou Pékin-sur-Seine. Est-ce l'annonce qu'allait être déposée sur le bureau du Sénat une nouvelle loi contre les stupéfiants, l'opium particulièrement visé, qui a conduit le reporter de France Actualité dans ces quartiers curieux de Paris et de sa banlieue particulièrement habitée par les Chinois? On dit bien tout bas qu'en quelques ruelles, on trouve des fumeries, mais personne n'en sait rien. De plus en plus inquiétant pour les autorités, ce sont les dizaines de milliers de Maghrébins qui séjournent maintenant à Paris. On ne dénonce pas encore leur fanatisme, mais on insiste sur le folklore de leurs rites religieux. Et voici l'ouvrier arabe à l'usine. Le commerçant musulman passe inaperçu au milieu de l'effervescence de Paris. Il y mène pourtant une activité qui n'est pas négligeable. On insiste sur leur habitude de petits négoces. Et surtout on fixe pour longtemps la caricature de l'arabe marchand de tapis. Combien tu vends ça? C'est trop cher, mon petit. Non, là, tu te fous de moi, hein. Ah, si, c'est cher. Et ça? 20 francs. Combien? 20 francs. Ah, mais c'est cher aussi. Oh, il n'y a pas moyen. En vérité, dès 1933, ces hommes inspirent des craintes de plus en plus fortes sur le plan social, racial, mais aussi politique. Car ils sont de plus en plus nombreux à militer au sein des organisations ouvrières et étudiantes. Au quartier latin, midi trouve les étudiants musulmans déjeunant joyeusement. En 1936, l'arrivée au pouvoir du Front populaire va susciter chez eux, aux côtés des travailleurs français, l'immense espoir de la fin du système colonial. Un espoir rapidement déçu. Une nouvelle promesse d'émancipation non tenue. Ils vont en revanche, comme en 14-18, réenvahir les salles de cinéma et les défilés à l'appel de la République qui a une nouvelle fois besoin d'eux face au péril allemand. Merci. Merci encore. À l'heure où certaines revendications coloniales semblent vouloir s'affirmer, Pathé Journal croit nécessaire de présenter ce rapide inventaire de l'œuvre accomplie jusqu'à ce jour à l'abri de nos couleurs. Traversant les océans, les indigènes des plus lointaines colonies viennent offrir leur vie à la patrie menacée. 100 millions de Français, animés d'une foi invincible, sont décidés à soutenir leur effort jusqu'au triomphe de la civilisation française. Les actualités et les films de propagande semblent ne faire plus qu'un. La fraternité d'armes doit prendre le dessus. Et comme chaque fois qu'elle est menacée, ou pour fêter ses victoires, la France convoque le 14 juillet 1939 sur la plus belle avenue du monde, celle des Champs-Élysées, l'Empire en armes. Le ministre des colonies, Georges Mandel, tente de justifier la politique coloniale de la France. Toutes les contradictions du temps figurent dans son appel aux Français et au sujet de l'Empire. Notre pays qui a placé les indigènes sous sa tutelle, qui a recouru à leur aide et qui continue à y faire appel, se doit de les traiter en sujets, en protégés, sinon en citoyens. Il lui appartient pour cela de leur assurer
tous les avantages des lois protectrices du travail et de la condition humaine. Est-ce à dire qu'il faille appliquer ces lois du jour au lendemain? Non. Il convient au contraire d'agir avec infiniment de prudence et en tenant compte du degré d'évolution de chaque colonie, car l'objectif essentiel doit être de former, d'éduquer les indigènes jusqu'au moment où, dans le cadre de l'Empire, ils seront en état de se diriger eux-mêmes. En 1940, les slogans « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts » et la venue des 200 000 combattants indigènes ne suffit pourtant pas à stopper l'offensive allemande. Et pendant les 4 années d'occupation, ces indigènes de l'Empire se retrouvent au cœur d'enjeux qui les dépassent. Les Allemands tentent de les manipuler et de les récupérer pour affaiblir davantage la France. Et le régime de Vichy et la France combattante du général de Gaulle se disputent les forces et les ressources d'un empire colonial qui seul peut assurer leur légitimité sur la scène mondiale. La propagande pétainiste va même jusqu'à organiser de véritables jeux de l'Empire en zone libre pour illustrer leur potentiel physique au service de la patrie. La France, meurtrie, n'abandonne pas ses soldats d'Indochine, retenus dans la métropole par l'impossibilité des transports maritimes lointains. Mépris de l'histoire. On a exalté les 3 couleurs de l'Empire en 1940, associées au drapeau tricolore. Maintenant, on ne sait plus quoi en faire. Elle les a réunis dans le midi de la France, où ils trouvent le climat le plus voisin du leur. Une vie active ne leur permet pas de s'abandonner à l'ennui ou au cafard. Des jeux spécifiquement indochinois développent la souplesse innée de la race. Évadés des camps de prisonniers ou cachés pendant la guerre comme réfractaires au STO, quelques centaines de travailleurs et soldats maghrébins, indochinois ou africains ont rallié les mouvements clandestins de la résistance. En août 1944, lors de la libération de Paris, des images d'actualité permettent de distinguer quelques-uns de ces combattants oubliés, le temps de plans fugaces. À cet instant, beaucoup pensent que le temps des indigènes est fini, que le modèle colonial est condamné. Mais l'inexorable mécanique coloniale d'avant-guerre va bien vite rattraper ceux qui ont cru naïvement qu'une page était en train de se tourner. Quasiment aucune des 3 couleurs de l'Empire ne sera présente dans la 2e division blindée du général Leclerc qui libère Paris au cours de l'été 1944. Les Anglais ne souhaitant pas voir trop de Noirs sur leur sol, et les Américains pratiquant encore la ségrégation, ils refusent tout simplement d'intégrer les indigènes aux troupes mécanisées alliées qui libèrent l'Europe. Il faudra attendre les cérémonies du 11 novembre 1944, puis celles de mai et juillet 1945, pour voir enfin les unités issues des colonies défiler victorieuses sur les Champs-Élysées. Plus surprenant, la France ne cesse dès la fin de la guerre de faire appel à ses colonies dans le seul but de rebâtir un pays ravagé par les combats. Entre 1947 et 1953, près de 740 000 Algériens et plus de 200 000 migrants de tout l'Empire viennent donc travailler ou étudier en métropole. Cette immigration qui répond à l'appel du patronat français reste toujours perçue comme provisoire pour les autorités. Le musulman de Paris garde toujours dans un coin de son cœur le souvenir du douar ou de la maison natale. Le père ou la mère y vivent encore, à qui chaque mois un mandat apporte, sous leur forme la plus réconfortante, les bonnes nouvelles de l'absent. Je vous présente Nelly. Cette brunette de 25 ans a choisi le plus parisien des métiers de jeune fille, elle est midinette. Et le jour de la Sainte-Catherine, la jeune Nelly n'est pas la dernière à prendre sa part de rires et de chansons.
Derrière ces reportages, ces clichés et commentaires idylliques, coexiste un autre fantasme. Celui d'immigrés à risque, délinquants ou porteurs de germes dangereux pour la santé des Parisiens. Alors l'hôpital franco-musulman de Bobigny, créé avant-guerre, et de nombreux services sociaux établissent un contrôle de plus en plus étroit des populations. Et lorsque l'assistante sociale vient rendre visite à Mohamed Ben Taïeb, à sa femme et à ses enfants, la joie habite leur maison. Le traditionnel thé à la menthe est aussitôt servi. Les mécanismes d'avant-guerre reprennent corps. Et les bonbons lancés autrefois à la fin de la guerre 14-18 aux braves soldats des colonies ont de plus en plus un goût amer. Avec les insurrections en Afrique du Nord, en Tunisie, au Maroc et en Algérie, c'est plus qu'un cliché qui s'impose, un véritable slogan. On glisse du brave indigène sous contrôle à l'ennemi, aux rebelles, aux félagas. En juillet 1953, un an avant la guerre d'Algérie, les premières victimes de la répression policière sont enterrées à la Grande Mosquée en présence de milliers de militants. En novembre 1954, c'est dans les Aurès qu'ils déclenchent leur insurrection. Paris devient pour les Algériens l'un des fronts de la guerre. Une guerre qualifiée d'opération de maintien de l'ordre et qui voit se multiplier arrestations et expulsions. Pour les Parisiens, le terroriste est dans la rue. Ramené au pouvoir par ceux qui imaginent encore garder l'Algérie à la France, le général de Gaulle tente une dernière fois de rallumer la flamme de la fidélité impériale sur les Champs-Élysées. Ce 14 juillet 1958 marqua le regroupement des forces du pays. L'Algérie, si chère et si déchirée, tenait dans cet ensemble une place de choix. 4000 anciens combattants musulmans étaient venus se joindre au grand défilé de la France avec leurs décorations, leurs blessures, leur courage. Et le peuple acclama une fraternité d'armes dont on souhaite qu'elle devienne une fraternité tout court. Illusion gouvernementale doublée d'une incapacité des Français à imaginer que ces indigènes peuvent se rebeller contre une nation qui les accueille, les nourrit, leur donne du travail, les protège. Mais tout se brouille. Les images s'entrechoquent. Entre le couvre-feu imposé aux Algériens, les scènes de violence filmées en plein Paris ou encore les séquences de la vie dans les bidonvilles de la périphérie, l'empire colonial rêvé semble bien loin. Nous ne sommes pas allés dans quelques banlieues de Marrakech ou d'Alger, mais à 3 kilomètres à vol d'oiseau de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, à Gennevilliers. Peut-être faut-il que vous sachiez encore qu'à quelques minutes de chez vous, 3000 autres vivent ainsi dans d'autres bidonvilles. Et pour trouver un logement, vous avez trouvé facilement? J'en ai trouvé, mais quand je me présente et avec la couleur que j'ai, on me la refuse. Parce que vous êtes algérien? Oui, c'est ça. Les reportages de télévision s'émancipent des discours de propagande et en 1960, pour l'émission 5 colonnes à la une, le journaliste de l'ORTF, Pierre Desgroupes, tente de comprendre la complexité et les enjeux de cette situation. Le mot « intégration », à défaut d'être prononcé, est déjà dans les esprits. Pour compléter ce document, nous avons voulu voir un ménage d'Algériens dont la vie soit semblable à la nôtre.